Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester le LG G2, qui est un terminal qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le dernier flagship de LG, qui clairement, je trouve, se dirige dans la bonne direction. Vous allez le voir à travers ce test. Alors, on avait testé récemment le G Pro, et c'est vrai qu'on avait été un peu plus emballé par le G Pro que par le premier G, l'Optimus G. Là, le G2, c'est vraiment le successeur du premier Optimus G, sauf que maintenant, LG a enlevé le mot Optimus dans le nom de sa gamme. Alors, on va commencer par les spécifications du terminal. Donc, le G2, c'est un terminal qui est proposé dès la sortie de la boîte sur Android 4.2.2 avec la surcouche LG, que vous allez voir. Un écran 5.2 pouces, c'est du 1080 par 1920. Donc avec une bonne densité de pixels, je ne l'ai pas en tête, mais ça nous donne à peu près, si je ne me trompe pas, 424 ppi. 424 ppi, c'est élevé, quoi. Donc là-dessus, niveau lisibilité, il n'y a pas de souci. C'est du True HD IPS avec Gorilla Glass 2 pour la protection. On a un processeur Snapdragon 800 quad-core, donc à 2,26 GHz. Un appareil photo 13 mégapixels avec système de stabilisation optique et flash LED. On a 2 Go de RAM. On a une batterie de 3000 mAh. Et je termine par la mémoire parce que bon, on a 2 Go de RAM aussi. Non, je viens de le dire. Mais je termine par la mémoire interne parce qu'en fait, on a deux versions. On a la version 16 et la version 32. Et concrètement, vous allez surtout le trouver en version 32 Go. Mais attention, chez les opérateurs, j'ai regardé chez Orange et SFR, c'est la version 16 qui propose. Donc faites tout petit peu attention là-dessus si vous le prenez chez un opérateur. Vous n'aurez pas forcément la version 32. Et d'ailleurs, a priori, vous aurez surtout la version 16. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de slot micro SD. C'est-à-dire que la quantité de mémoire que vous allez avoir à la sortie de la boîte, à part si vous faites du cloud, bien sûr, mais ça c'est autre chose, vous n'aurez pas la possibilité de l'étendre. Donc de rajouter une micro SD. C'est à prendre en compte et ça fait partie clairement des points négatifs, on va dire, sur ce terminal. C'est un appareil qui pèse 143 grammes, donc il est plutôt léger, 8,9 mm d'épaisseur, pas très épais donc, et qui est compatible 4G comme la grande majorité des terminaux qui sortent en ce moment, en tout cas haut de gamme et moyenne gamme. Au niveau du prix, 590-600 € actuellement, donc fin octobre. Et chez par exemple SFR et Orange, vous l'avez à 1 € avec ODR chez SFR, 170 € normalement, et Orange 160 € ou 9 € avec ODR. Bien sûr, c'est avec des gros forfaits, donc attention à ça. Voilà, c'est à peu près tout là-dessus. On va déballer très rapidement la boîte. Enfin, ouais, déballer le contenu de la boîte. Il y a un petit outil comme ça pour accéder à la SIM, du carton, encore du carton, des petites notices, là, c'est pas vraiment des notices. Alors on a des écouteurs que moi j'ai pas utilisés, qui s'appellent QuadBeat 2. Il devait y en avoir une première édition, et je les connaissais pas. Je les ai même pas ouverts, parce que généralement je teste pas les écouteurs, mais c'est des écouteurs donc intra-auriculaires, qui ont plutôt une belle tête, quoi. Donc ça m'a l'air pas mal. Si vous voulez utiliser ceux-là, faites-le, hein. Sinon bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quels écouteurs que vous avez. Ça c'est le bloc chargeur, et ça c'est le câble USB, micro USB. Tout ça on commence à en avoir normalement une belle quantité. Je voulais juste vous parler avant de passer sur le design. J'en parle maintenant parce que je l'ai là en ma possession, donc bon, c'est intéressant. C'est l'équivalent, vous savez, chez Samsung, il y a ce qu'ils appellent le S-View Cover. Là, ici, ça s'appelle Quick Window. C'est le même principe, c'est un accessoire de protection avec une petite fenêtre. Celui-ci coûte 40 € et vous avez en ce moment, en tout cas, des ODR moins 20 € proposés par LG. Donc voilà, vous rentrez l'appareil là-dedans. Et quand vous ouvrez, en fait, ça va ouvrir ça va déverrouiller, pas déverrouiller, mais au moins allumer l'écran. Ça, c'est plutôt sympa avec un système magnétique, je crois. Ça protège bien sûr l'écran. Ça, par contre, c'est ouvert, hein. C'est pas comme chez Samsung où vous avez une couche en plastique et vous pouvez utiliser l'écran à travers. Donc, ça protège pas cette zone-là. Bon, à prendre en compte. Et ensuite,
Vous avez des petits accès rapides ici, comme par exemple la lecture musicale. Là, vous avez l'heure. Et là, la météo. Les notifications s'affichent quand vous en recevez, mais vous pouvez pas, par exemple, lire des textos comme ça. Je trouve ça un tout petit peu dommage. C'est le petit truc qui lui manque, je pense. Et vous avez également la possibilité de recevoir des appels. Donc, vous n'êtes pas obligé de allumer l'écran entièrement pour recevoir un appel, mais au final ça change pas grand chose. Mais moi je l'utilise depuis une grosse semaine avec cette protection, et bon, je dois vous dire que ça me plaît pas mal. Pourtant ça m'a pas empêché de rayer un tout petit peu l'écran, je vais vous montrer ça juste après. Alors, au niveau du design, c'est un appareil qui est qui paraît très classique de face, et c'est vrai, mais il a pas mal de petites particularités. Le premier truc à savoir, c'est que les bordures sont très très fines autour de l'écran. Là on le voit, c'est très fin et on a vraiment l'impression de tenir juste un écran en main et c'est très agréable. Je trouve en tout cas que c'est agréable. On a des bordures, je vais juste rallumer l'écran pour que vous voyez bien. Oups, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah bah ça tombe bien, je voulais vous en parler plus tard, mais bon vous le voyez, c'est pas grave. Je continue sur le design, je parlerai de tout ça après. Donc là on a des bordures supérieures qui commencent juste ici. En haut on a la caméra frontale de 2 mégapixels. Ouais, 2 mégapixels si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier, je suis désolé, je ne l'avais pas noté ça. 2,1 mégapixels, voilà. Avec quelques capteurs et la sortie audio. Là, on n'a rien en bas à part, bien sûr, quand vous y accédez, les touches là, ici, les touches classiques tactiles qui sont intégrées dans l'interface et qu'en plus, sur ce terminal, vous pouvez personnaliser. Donc, on va pas s'attarder là-dessus, vu que vous pouvez les changer, mais je vais vous montrer ça après. Le logo LG. Sur la tranche droite, bah, on n'a rien. Tranche gauche, on n'a rien à part le petit tiroir juste ici qui est un petit peu caché pour mettre la micro SIM. Sur le dessus, on a un micro et un petit, ça c'est super dur de vous montrer, c'est pas forcément passionnant, mais un petit port infrarouge pour une fonctionnalité qui permet de contrôler notamment votre télé, comme de faire office de télécommande avec votre smartphone. Et en dessous de l'appareil, on a, hop, voilà, j'essaie de vous montrer ça de côté comme ça, double haut-parleur, enfin haut-parleur, micro USB et le jack. Donc les éléments importants se trouvent en bas. Vous allez me dire, il n'y a pas de bouton. Bon, vous savez à mon avis comment ça se passe sur le G2, les boutons sont à l'arrière. Donc à l'arrière, une petite coque, ici dans la version noire, il y a aussi une édition blanche, une coque, bien sûr tout est en plastique, c'est important de le noter, tout est en plastique et brillant. Donc si vous n'aimez pas le plastique brillant, vous n'aimerez pas forcément ce terminal, mais c'est vrai qu'en termes de sensation en main, on parlera d'ergonomie juste après, c'est pas si mal. On a un léger relief, un léger design, voilà comme ça avec des lignes qui sont très légèrement en relief. Quand vous passez votre doigt, vous les sentez, mais c'est très discret. En dessous, le logo LG, et bien sûr, au-dessus, on a ce fameux système de boutons à l'arrière avec l'appareil photo. Alors, sur cet appareil-là, j'ai décidé de le tester sur une durée assez longue. Ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise vraiment à full time comme mon terminal à moi. Du quotidien, normalement je suis sur le One, et tout simplement parce que ce système de boutons arrière, j'avais vraiment envie de me faire un avis objectif, mais disons éclairé, de par un usage régulier. Et donc, bon, on va en parler tout de suite, hein, tant qu'à faire. Hein. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une petite bosse comme ça, voilà, avec un léger relief. Ça, c'est on-off, verrouillé, déverrouillé. Et volume moins, volume plus. Également, si vous restez appuyé sur ce bouton-là, ça va lancer l'appareil photo, normalement. Quand vous êtes déverrouillé, voilà, comme ça. Petite vibration, et c'est parti. Et pour l'autre, c'est Quick Memo. Voilà. Donc ça, bon, pourquoi pas. Le plus important là-dedans, c'est finalement qu'est-ce que ça donne au quotidien. On va parler du coup ergonomie. Le premier truc à savoir, c'est que quand vous posez l'appareil comme ça, et que vous appuyez dessus, ça appuie pas sur les touches. Ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire que c'est assez bien pensé pour que ça enclenche pas le bouton. Le deuxième truc à noter, c'est qu'il y a un léger relief ici. Voilà, sur le bouton on-off, et il y a un changement de matière sur tout ce qui est volume plus et volume moins, ce qui permet avec le doigt de les repérer relativement facilement.
Honnêtement, ça m'a pris quelques jours avant de commencer à vraiment bien maîtriser le truc, parce que c'est vrai que c'est discret. Au doigt, c'est pas évident d'arriver à trouver le bouton comme ça rapidement. Et puis au passage, vous mettez quand même des traces de doigts sur l'optique, hein, ça c'est pas négligeable. Euh, Ça c'est, voilà. Au final, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est ça. J'ai pris du temps à m'habituer, mais maintenant, ça me pose plus de problème. Ça me pose plus de problème, je suis habitué, je trouve ça même intéressant. Je veux dire, le doigt tombe pile dessus, c'est pas mal fait. Mais je pense que ça plaira pas à tout le monde. Et de deux, je pense que ce choix design qui est quand même très marqué, très très courageux, on va dire, est un petit peu sauvé entre guillemets par ce système qui s'appelle Knock Knock, qu'on avait trouvé, qu'on avait déjà vu sur un appareil comme le N9. Je sais pas si vous vous souvenez, le terminal de Nokia et bien sûr maintenant la majorité des Lumia haut de gamme ont cette fonctionnalité là qui permet tout simplement double tape sur l'écran, j'ouvre, j'active l'écran de déverrouillage. Si vous avez aucun écran de déverrouillage, vous accéderez directement à l'interface. Et voilà, et alors là, bon, bah tant pis, je vous en parle maintenant. Ça, c'est le bug que j'ai, moi, sur mon terminal depuis 3-4 jours, et je sais pas pourquoi, mais dès que je le déverrouille, pas dans tous les cas, mais la majorité des cas, enfin, peut-être une fois sur 3, mais là, vous l'avez vu déjà 2 fois pendant ce test, il reboot. Donc bon, à prendre en compte, il y a un petit problème de stabilité, mais j'ai pas entendu parler de ça sur les autres, sur les autres tests. Donc à mon avis, vous l'aurez pas, mais bon, voilà, à prendre en compte. Et donc le double tap, ça marche également comme ça. Voilà, ça marche aussi sur l'écran de déverrouillage ou allumé et sur l'écran d'accueil. Je vous montrerai ça après. Du coup, ça permet tout simplement d'éviter d'utiliser les boutons à l'arrière quand vous voulez déverrouiller l'écran. Et c'est vrai que c'est le plus important. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est pas le volume. Le volume, on le règle pas tout le temps. Par contre, tout ce qui est déverrouillage de l'écran, vous l'utilisez régulièrement. Et là, vous faites comme ça, double tap. Alors le double tap, ça marche pas toujours très bien. Là, je l'ai... Et en fait, il y a un rythme à assimiler pour bien le maîtriser. Si vous le faites trop vite, parfois ça marche pas. Donc attendez, j'essaye déjà de... Bon bah voilà, rien que ça. Normalement, il est censé s'éteindre. Ok, on va le forcer. Bon voilà, là il l'a pas fait. Là il l'a fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le mouvement exactement le même. Parfois ça marche pas. Et donc c'est un petit peu frustrant de temps en temps, vous allez double taper sur l'écran, ça marche pas toujours, faut choper le rythme, et je trouve que c'est pas assez flexible, c'est dommage, parce que c'est quand même un geste que vous allez utiliser vraiment tout le temps. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes habitué au rythme et que ça marche bien, bah, c'est très très confortable. Autre chose qui est agréable, lié au fait que les boutons soient à l'arrière, c'est que du coup, les deux tranches sur les côtés sont complètement vides, enfin il y a juste le tiroir pour la cime, et quand vous le prenez en main, vraiment vous savez que vous pouvez bien la gripper parce que vous n'allez pas faire de fausses manipulations, vous n'allez pas appuyer sur un bouton par mégarde, voilà, et ça c'est très très agréable je trouve. Et c'est à peu près tout ouais, là-dessus. Il y a, bon, et pour continuer pardon, sur l'ergonomie, moi j'avais peur au début que les bordures très très fines fassent que par exemple on a la paume de la main qui va sur l'écran et ça gêne le multitâche ou je ne sais pas. Finalement non, ça marche bien. Moi ça fait comme je vous disais une dizaine de jours que je l'utilise et j'ai eu aucun souci avec ça. Donc au contraire, les bordures fines c'est un point vraiment positif pour moi sur le G2 parce que c'est agréable et ça fait qu'on a un écran 5.2 pouces qui est quand même grand mais pour un appareil qui est pas si large que ça. Et c'est vrai que quand vous le prenez en main, bah, parlons un peu ergonomie aussi sur ce point là, mais il est agréable à prendre en main. Bien sûr c'est un grand écran, quand vous pouvez pas vraiment arriver voilà, de faire toute la diagonale avec le pouce, ça dépend après la taille de vos mains, c'est vrai que c'est compliqué, mais je trouve que LG ici a bien travaillé sur le design, bien travaillé sur l'optimisation du truc, avec voilà, la taille, un grand écran, mais des bordures fines, de l'espace en haut et en bas, pas utilisé pour rien. Et ici, ces boutons à l'arrière bah, qui demandent une certaine habitude, c'est compensé par le knock-knock sur l'écran. Mais voilà, il y a moyen de s'habituer. Vous avez vu aussi, ça fait l'aide de notification. Si vous le posez comme ça sur votre bureau, vous verrez la petite lumière s'afficher. Ça, c'est pas mal. Et je sais pas, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'ergonomie. Sinon, la coque arrière,
Bon, c'est du plastique, oui, mais c'est brillant et c'est agréable en main quand même. C'est arrondi comme vous pouvez le voir et quand vous le tenez en main, c'est agréable. Euh, donc globalement, une bonne sensation en main. Après, vraiment, le truc des boutons à l'arrière, c'est une question d'habitude et c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Donc, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas s'habituer à ça parce que c'est un peu spécial. Mais c'est quand même bien pensé. J'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus en relief ou peut-être que les touches de volume soient légèrement plus granuleuses, par exemple, pour vraiment bien localiser ce bouton-là. Mais bon, ça c'est voilà, ça c'est un détail. Au final, ils s'en sortent plutôt pas si mal. J'ai d'ailleurs l'impression, d'après des différentes fuites, que le prochain Nexus, il aura un système comme ça, si je me trompe pas. Je sais. Ah non, pardon, c'est le Flex qui aura un système comme ça, avec des boutons à l'arrière, avec l'écran incurvé. Enfin bon. Passons à l'écran de déverrouillage. Vous avez vu, il y a quelques petits bugs. Ça fait partie du truc. Je sais pas vraiment, je sais pas vraiment pourquoi on a ça, mais j'espère que ce sera corrigé. Il y a un truc à savoir, c'est que vous avez un mode invité que vous pouvez activer ou non. Et là, c'est pour ça que j'active ce mode de tracé de ligne. Normalement, je le fais pas. Si je fais un L, je me retrouve sur ma page à moi. Si je fais par contre une boîte comme ça, je me retrouve en mode invité. Et en mode invité, en fait, j'ai activé que ces applications-là qui sont en bas. Le tiroir des notifications ne fonctionne pas. Multitâche non plus. Il y a vraiment... Enfin, voilà. La personne ne peut pas faire grand-chose à part utiliser les applications que je lui impose. Et ensuite, si vous faites ça, vous réaccédez à l'appareil. Et c'est bon, c'est parti. Ok, sur l'écran d'accueil, qu'est-ce que vous avez? Finalement, vous avez une expérience très classique Android, avec un certain nombre de pages d'accueil. Normalement, vous en avez 7. Vous avez le multitâche ici, que vous pouvez activer rapidement, couper des processus, accéder, vous avez vu, au gestionnaire de tâches rapidement en bas à droite. Vous avez un système de thèmes. Chez LG, souvent, vous avez un petit système de thèmes, mais c'est pas très poussé. Là, on a 2 thèmes. Bon, voilà, j'ai pas... Dès la sortie de la boîte, c'est tout ce que vous avez de toute façon. Mais niveau personnalisation, vous avez d'autres éléments que vous pouvez changer. Ici, vous pouvez gérer tout ce qui est application sur les écrans d'accueil, les widgets et bien sûr tout ce qui est fond d'écran. Bon, vous en avez quelques-uns et vous pouvez télécharger une image n'importe où et bien sûr l'appliquer en fond d'écran. Vous avez quelques widgets dédiés, enfin LG on va dire, pour tout ce qui est page d'accueil. Donc vous avez agenda planning, album photo, un widget email. Donc par exemple si je me mets ici, ça c'est un widget email proposé par LG. Bien sûr vous pouvez aussi rajouter le widget de Google proposé avec Gmail, mais celui-ci fonctionne bien. Là vous avez les villes, les heures dans différentes villes, horloge, on appelle ça horloge mondiale, je sais plus. Là vous avez le calendrier, la météo, ce genre de truc. Et ça marche bien. Ensuite, vous avez le tiroir des notifications avec ici Wi-Fi, Bluetooth, GPS, rotation, Quick Memo, on va en parler un peu, bien sûr. Q-Slide, ça je vais en parler juste après. Quick Remote, c'est la fonctionnalité liée au port infrarouge. Vibreur, etc. Et là, vous pouvez modifier un petit peu l'ordre et l'affichage des éléments dans le tiroir des notifications en accès rapide ici. Et ensuite, vous avez les Q-Slide. Q-Slide, on en a déjà parlé avec le G Pro, mais c'est ces applications sur impression que vous mettez voilà ici. Vous pouvez changer l'opacité pour en mettre plusieurs. Ça permet de faire du multitâche d'une autre façon que voilà, le système comme ça. Là, c'est vraiment du simultané. C'est une tendance qu'on a depuis peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, sur les terminaux haut de gamme, et qu'ici on a sur ce G2. La gestion de la luminosité avec une option automatique qui est très discrète, je trouve. Là, il y a beaucoup de lumière autour de nous. Mais moi, j'ai trouvé quand même que la fonction automatique, elle était très... Enfin, au final, c'est vachement basé sur ce que vous faites ici. Si vous mettez ça comme ça et vous faites automatique, je sais pas, j'ai pas trop compris comment ce système automatique fonctionnait. Dans la mesure où, normalement, automatique, tel qu'on est habitué à le voir, c'est censé vraiment s'adapter en fonction de l'environnement. Et là, c'est très indexé sur ce que vous faites, ce que vous déterminez ici sur la barre de luminosité. Donc moi, j'ai plutôt eu tendance à gérer ici et à laisser automatique au besoin, mais ça gère vraiment, ça altère pas du tout
la luminosité, quoi. C'est très discret. Et ensuite, là, on a la gestion du volume qui est présentée ici avec la possibilité de passer, de changer les modes aussi. Hein. Vous avez vu, là, je suis en mode vibreur et d'accéder ici aux réglages plus détaillés, on va dire, des volumes. Voilà. Alors, mon problème avec ce tiroir des notifications, qui s'appelle d'après moi plus comme ça sur ce G2, c'est qu'il y a tout cet espace qui est occupé par des éléments qui sont autres que les notifications. Et là, j'en ai pas affiché en bas, mais vous imaginez bien qu'avec ça de place pour vos notifications, quand vous recevez un email, un SMS et je sais pas, une notification sur Facebook, bah, vous pouvez pas les voir, vous pouvez pas consulter les trois en même temps. Donc vous êtes toujours obligé de défiler comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. J'ai cherché un peu partout dans les paramètres, j'ai pas trouvé d'option pour enlever des choses. Vous pouvez, par exemple, les Q-Slides, gérer pour ne pas afficher certaines Q-Slides. Mais même si vous videz tout, la zone, elle va rester là. Il y aura écrit Q-Slide et ce sera vide. Donc c'est des petits trucs comme ça. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, la zone de volume, l'enlever. Parce que pour moi, ça sert à rien, il y a les boutons de volume. Luminosité, ok, pourquoi pas. Les Q-Slides, je les utilise pas, imaginons. J'aimerais bien pouvoir les enlever. Ben, vous pouvez pas. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage niveau optimisation de l'espace. C'est assez... au quotidien, c'est un peu frustrant, clairement. C'est pas dramatique, hein, on va pas en faire une maladie, mais clairement, j'aurais bien aimé que ce soit fait différemment. Ok, donc ça c'est pour accueil, notification. Après, vous accédez aux paramètres. Il y a les paramètres qui sont catégorisés avec 4 onglets. Tout ce qui est réseau, donc avec Wi-Fi, données mobiles, partage de connexion. Le son, avec là par exemple on a le vibreur progressif, ce que vous pouvez activer, son touché système, vous pouvez gérer ça ici également. Voilà, écran, on peut gérer le thème de l'écran d'accueil, le fond d'écran, ce genre de truc. Vous avez vu ici, je peux désactiver le mode portrait uniquement pour avoir aussi le mode paysage. Écran de verrouillage, là vous pouvez gérer ici, mettre les infos propriétaires, etc. Bon, ça c'est vraiment du classique. Ça m'intéresse un peu plus. C'est les touches tactiles. Donc les touches qui sont en bas, vous pouvez les personnaliser. Honnêtement, je connais pas beaucoup de constructeurs qui font ça. Même de mémoire, je crois que c'est quasiment le seul. Peut-être les constructeurs chinois le font aussi, je ne sais pas, parce que je sais qu'ils aiment bien personnaliser. En tout cas, là-dessus, c'est vraiment très sympa. Parce qu'on a le choix entre tous ces éléments là. Donc par exemple, si j'aime pas la disposition, c'est même pas celle-là, je crois, qui est proposée de base. Je crois que de base il me met comme ça, ou je suis pas sûr. Donc là c'est avec Quick Memo, voilà, qui permet de prendre une screenshot et ensuite de dessiner dessus et de la partager. Bon voilà, si vous avez une utilité de ce genre de truc, vous pouvez le mettre comme ça. Là on a ça avec, aussi bizarre que ça peut paraître, on a la possibilité de faire descendre le tiroir des notifications rapidement. Enfin bon voilà, c'est ce genre de truc, moi j'aime bien celui-là. Et ça va un peu plus loin que ça, vous pouvez définir le fond d'écran, la barre si elle est transparente ou non, vous l'avez sûrement vu, mais sur cet écran-là, c'est transparent. Vous pouvez définir qu'elle le soit pas, et vous pouvez changer ici le thème. Donc moi j'ai mis noir pour aller avec le fond de l'écran, j'aime bien quand c'est noir intégré avec le design. Mais si vous avez par exemple le terminal blanc, bah, vous pouvez tout à fait faire ça. Et ça en fait, ce mode blanc, il s'intègre plus du coup avec le thème de l'interface de l'écran. En fait, c'est au choix. C'est soit vous l'intégrez dans l'écran, soit vous l'intégrez plutôt avec le design de l'appareil. Bon, en tout cas, je trouve. Et vous avez même des systèmes de dégradés, ce genre de trucs. Moi, je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup De toute façon, de base, j'aime beaucoup quand on donne des options de personnalisation et quand en plus ça a du sens. Et là, pour moi, c'est utile. Donc ça, c'est bien. Gestion de la luminosité également ici. Mise en veille de l'écran. On a écran intelligent et vidéo intelligente. Bon, ça fait un peu penser à ce que propose Samsung également. Hein. L'écran reste allumé lorsque le téléphone détecte votre visage. Et là, c'est vidéo mise en pause. C'est exactement la même chose que ce qu'on a chez Samsung. Pour être tout à fait honnête, je ne les ai pas essayés. Parce que c'est des trucs que j'utilise jamais. Que ce soit chez Samsung ou chez les autres, toutes ces options qui détectent le visage. Mais à part écran intelligent, c'est vrai que ça marche pas mal. Et je les ai pas testés ici pour être tout à fait honnête. On peut gérer la LED de notification. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, on en a deux. On en a une à l'avant, LED avant, qui est cachée quelque part par là. Je crois qu'elle est là, ici, ou peut-être là. Et on peut gérer aussi la LED arrière, qui est un peu moins complète. Mais ce qui est bien, c'est que pour la LED avant, vous pouvez aller gérer ça, désactiver, activer, c'est ce que vous voulez.
Donc là par exemple l'alarme elle va s'afficher de plusieurs couleurs, notification de l'agenda on va l'avoir en bleu. Ce genre de truc c'est plutôt sympa quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout et dans général vous avez la gestion des gestes et d'ailleurs avant de passer à la suite je vais vous montrer un dernier truc. Il y a le oui là par exemple écran activé désactivé, ça c'est pour le double tap sur l'écran de ici. Alors c'est difficile je trouve à manipuler parce que vous allez forcément taper sur une icône s'il y en a une et ça marchera pas. Donc là vous avez vu ça a marché, mais si là je me mets ici il faut vraiment que je trouve un endroit pour taper. Ouais, vous avez vu, c'est bizarre. Donc j'espère qu'il va pas reboot. Non, c'est bon. Voilà, donc il y a ça que vous pouvez changer. Vous avez répondre à un appel entrant quand un appel est entrant. Approchez le téléphone à l'oreille pour accepter l'appel. C'est vrai que voilà, on peut avoir tendance à penser que LG copie Samsung. Le truc c'est que tous les constructeurs innovent, inventent des petites fonctionnalités, des nouveaux trucs, et bien sûr ils s'inspirent les uns des autres, et c'est assez difficile généralement de pouvoir dire qui a proposé en premier une fonctionnalité, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est des options qui permettent de simplifier la vie au quotidien, et du coup bon, les trouver ici sur le G2, moi en tant que tel ça me dérange pas, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ici. Et il y a le fameux balayage à 3 doigts. Alors le balayage à 3 doigts, je vais vous montrer comment ça marche. Et c'est à peu près tout ici. Hein. Voilà. Donc balayage à 3 doigts, vous lancez une application, par exemple la messagerie. Vous faites dans ce sens-là, comme ça. Donc ça la met, ils appellent ça application sauvegardée. Donc bon, sauvegarder, ils induisent sauvegarde de l'état de l'application un petit peu. Vous pouvez le refaire ici aussi. Et après, quand vous revenez comme ça, du coup à 3 doigts, toujours à 3 doigts, hein, c'est ça qui est un petit peu difficile, le mouvement est un peu compliqué à faire. Vous avez les applications qui s'affichent comme ça. Vous allez me dire, au final, si je fais ça, appui prolongé, ça, est-ce que c'est pas la même chose? Bah si, c'est la même chose. C'est censé être un peu plus rapide. Dans les faits, c'est vrai qu'utiliser 3 doigts sur un écran tactile, c'est pas quelque chose qui est très naturel. Donc bon, ça je pense que c'est un peu gadget, mais c'est vrai que si vous êtes en train de faire un truc et que d'un seul coup vous voulez aller chercher une de vos applications, voilà, qui était stockée en sauvegarde, si vous avez deux applications, ça va switcher de l'une à l'autre. Là vous avez vu, je suis dans la messagerie, je passe direct à mes contacts, pourquoi pas. Et si je continue comme ça, je vais sur l'écran d'accueil. Si je suis sur l'écran d'accueil, je peux réaccéder à cette liste là. C'est quand même pas mal. Je vais vous montrer en ayant un peu plus. Je sais pas. Je sais plus jusqu'à combien on peut monter. Voilà, il dit impossible d'en sauvegarder davantage, donc c'est 3. Et donc là, si je suis là-dedans, je fais tac. Normalement, je croyais qu'il défilait. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Bon. Il y a un intérêt en soi, puisque vous pouvez basculer rapidement d'une application à une autre. Mais est-ce que c'est forcément plus rapide que rester appuyé sur le bouton là? Pas nécessairement. Au niveau des fonctions téléphoniques, vous avez quelque chose d'assez classique avec en plus la possibilité d'activer des options pour un usage à une main. Donc typiquement ici, moi j'ai décidé de déplacer le pavé numérique d'un côté ou de l'autre. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de l'activer, hein. C'est vraiment au choix. Pour les contacts, c'est assez classique par rapport à ce qu'on trouve finalement ces derniers temps, hein, sur les terminaux Android. On a une liste des personnes avec les avatars. Là, une petite option pour appeler rapidement, je trouve ça bien fait. Niveau synchronisation sociale, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que là, il y a un compte Facebook qui est lié. Je peux accéder facilement à la fiche de la personne. Mais j'ai pas de réelle synchronisation en tant que telle avec le statut affiché, les photos, etc. comme vous pouvez le trouver il y a un certain temps sur les appareils. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et j'en parle à chaque fois parce que je trouve ça dommage, mais c'est vrai que là on l'a pas non plus. Par contre, bien sûr, les avatars sont synchronisés avec ici Facebook. Ensuite, alors là on a la possibilité de passer l'application en Q-Slide. Ça on l'a... plein d'endroits, enfin toutes les applications en fait compatibles Q-Slide ont cette petite icône dans un coin. Et ensuite ici on a View Talk
qui est une application de type WhatsApp, BBM, comment elle s'appelle, celle de Samsung, je me rappelle même plus parce que je l'ai jamais vraiment utilisée, et celle-là je ne vais pas non plus l'utiliser. En fait c'est un système similaire, hein. Si vous avez des terminaux compatibles entre eux, vous pouvez à l'aide du numéro de téléphone activer ViewTalk et discuter avec les personnes. Donc vous pouvez dessiner, vous pouvez chatter en écrivant, vous pouvez partager votre écran aussi, donc c'est assez complet, mais le problème c'est que c'est comme chez Samsung avec, ça s'appelle Watch, je l'ai plus, Chaton, pardon, voilà. C'est comme Samsung avec Chaton, c'est que ça marche très très bien quand vous êtes sur différents terminaux de la même gamme de produits, du même constructeur, et que tout est compatible entre eux, mais ça va pas beaucoup plus loin, et c'est ça aussi la force d'un WhatsApp, ou même d'un BBM plus récemment. C'est que c'est un peu plus ouvert, et là c'est vrai que bon, voilà, du coup c'est intégré ici, hein, si vous avez plusieurs personnes dans votre entourage qui utilisent un terminal de ce type, pourquoi pas. Côté messagerie classique, affichage par discussion de cette façon là, donc voilà, là, par exemple c'est des bulles, hein. Et et vous avez vu, je pense si vous avez l'œil, vous avez vu que j'ai changé de clavier. Alors ça signifie une chose, ça signifie que tout simplement j'ai pas apprécié le clavier de base. Alors je vais juste vous expliquer pourquoi. Je vais juste vous le présenter rapidement quand même avant de vous dire pourquoi je l'aime pas. Donc déjà vous avez ces petites fonctionnalités là qui sont sympas, qui permettent d'utiliser à une main également. Vous pouvez personnaliser pas mal de choses, et c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc là ici vous pouvez activer la saisie prédictive, configurer ça, suggérer le mot suivant, ce genre de choses. Donc là je peux le mettre si vous voulez. Ponctuation automatique, tracé pour écrire des mots. Vous pouvez configurer le type de clavier, donc utilisation à une main ou non. Hop. Et là on a le thème du clavier, ça j'aime bien parce que c'est toujours dans l'esprit personnalisation, hein. Moi c'est quelque chose qui me plaît. Vous avez un thème rose, vous avez voilà, différents thèmes. Là c'est le thème basique qui est pas très beau je trouve. Vous pouvez l'étendre, alors ils appellent ça étendre, mais ça permet tout simplement d'afficher les touches numériques au-dessus. Ça c'est une bonne option. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Bon, on a quand même pas mal de fonctionnalités. Et de base, moi à l'usage, j'ai trouvé que voilà, ce clavier fonctionnait pas forcément très très bien. Je sais pas vraiment ce qui fait que c'est comme ça, mais voilà, à l'usage, je trouve que c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est vrai que sur le G Pro, j'avais dit qu'il était pas mal, et c'était à peu près c'est le même en fait. Mais au quotidien, j'utilise les deux, et je me suis tiré j'ai commencé à me tirer les cheveux très rapidement avec celui-là, parce que je trouvais que les propositions n'étaient pas toujours pertinentes. Et je sais pas, ça va être dur de vous montrer un exemple. Je vais essayer d'écrire un peu. Non, je suis allé peut-être un peu vite. À la pêche. Tout à l'heure, je vais le refaire. Tout à l'heure, tu veux venir avec moi? Ouais, voilà, bon. Ça marche quand même pas mal, hein, mais c'est juste que, je sais pas, moi vraiment à l'usage, très rapidement j'ai rebasculé vers SwiftKey, qui entre guillemets me connaît par cœur, parce qu'avec SwiftKey, vous êtes dans le cloud, et du coup il retrouve tous vos paramètres, donc ça c'est quand même bien. Bon, après, ce qu'on peut noter qui est bien sur ce clavier, c'est en haut, quand vous êtes dans le vide, en fait, quand vous avez fini une phrase, par exemple, vous avez toute cette ligne qui s'affiche avec la possibilité de mettre un point d'interrogation. Alors, il le met mal, parce qu'en français, on met un espace, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, les parenthèses, ce genre de trucs. Vous avez cette ligne ici avec les chiffres, moi je trouve ça très bien. Et puis voilà, les possibilités de personnaliser l'écran, enfin le clavier, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, moi je l'ai trouvé assez moyen. C'est un peu dur de le définir là, parce que quand je vous le montre avec des phrases bateau,
Ça fonctionne bien, mais quand vous êtes dans le feu de l'action en train de taper, bah moi, à nombreuses reprises, je me suis retrouvé vraiment à galérer. Pas forcément galérer, mais à estimer que Sofkey était mieux, et du coup me dire, mais pourquoi je reste sur celui-ci. Donc voilà, dans tous les cas, si vous aimez celui-là, vous pouvez rester sur celui-là, bien entendu. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez changer, notamment SwiftKey, Swipe, etc. Ça marche très bien. Puis pour le reste, vous avez la possibilité de mettre une pièce jointe, transformer un SMS en MMS, ce genre de truc. C'est assez bien fait. Le menu principal avec le système de widget ici intégré, la recherche et la possibilité de personnaliser ça, et notamment de désinstaller des applications de cette façon-là. Hop. L'agenda, qui est pas mal du tout, je trouve, avec son système ici, alors qui est un peu étrange à manipuler parce que c'est pas tout à fait libre, mais si vous le placez là comme ça, vous mettez dans vos rendez-vous, ça marche bien. Vous avez peut-être vu le widget de page d'accueil qui est grand. C'est créé du coup en petit, mais j'aime bien. Moi j'aime bien. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, vous aimerez bien, je pense, ce clavier. Et vous avez peut-être vu ici un truc qui s'appelle Life Square, que je ne vais pas pouvoir montrer puisque c'est un appareil que j'ai utilisé au quotidien, et du coup si je vous le montre, vous allez voir tous mes numéros de téléphone, mes amis, etc. Mais en gros ça vous montre sur une timeline, une évolution chronologique, ce qui s'est passé sur votre appareil. Donc par exemple, vous avez reçu un texto de telle personne ce jour-là, vous avez capturé une photo, vous avez reçu un appel, vous avez émis un appel, ce genre de truc. Ça permet très rapidement de retrouver ce que vous avez fait sur votre appareil sur les derniers jours d'utilisation. Moi, je trouve que en soi, l'idée est pas mauvaise. Vous avez un système d'horloge, alarme, ce genre de truc. Tout ça, c'est bien fait. En ce moment, du coup, je me réveille avec ça. Et vous avez, je sais pas pourquoi je veux en parler, mais c'est fait. Donc, vous avez quelques sonneries qui me font un peu marrer parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'LG a fait un partenariat avec une sorte de chorale. Et du coup, vous vous réveillez avec des trucs genre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les choisir, mais de base c'est ça, et moi ça m'a fait un peu marrer de me faire réveiller par des enfants qui chantent. Mais donc c'était ça, voilà, ça c'est pour le petit clin d'œil là-dessus. On va faire dans l'ordre du menu, du coup je vais devoir, même si c'est un peu bizarre, passer par l'appareil photo, mais c'est un appareil photo qui est intéressant sur le G2. Je vous invite d'ailleurs à regarder les échantillons photos et vidéos liés au test écrit quand il sera publié. Si vous voulez avoir un bon aperçu de la qualité, on va parler de la qualité à la fin de cette petite partie, mais on va bien sûr d'abord parler de tout ce qui est interface. On a une interface qui est très simple en fait à utiliser et qui possède pas beaucoup de fonctions en tant que telles. Enfin, il y a pas mal de fonctions, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup parce que tout est bien organisé, c'est pas comme je trouve chez peut-être Sony ou aussi chez Samsung où c'est bien marqué. Là-dessus, c'est bien fait. Je reprocherais peut-être juste, remarquez, ici en fait LG a choisi d'utiliser ce petit switch là comme ça, photo, vidéo, alors que maintenant la plupart des constructeurs font différemment, ils regroupent tout dans une même interface. Mais de fait, en faisant ça, vous avez bien la séparation entre les deux sections, donc je sais pas, c'est une question d'habitude. Donc on va commencer par photo, donc tout ce qui est photo, vous pouvez zoomer bien sûr de cette façon-là. Ça je sais pas du tout, donc je vais essayer parce que je me rappelle pas. Non, ça prend des photos en fait d'appuyer là. Ouais, ça prend des photos d'appuyer sur les boutons derrière. Ce serait un peu bizarre de devoir dézoomer avec ça. Et il y a un truc qui est bien d'ailleurs, ces touches permettent de prendre des photos et de fait, quand vous faites une photo de vous-même avec la caméra frontale, vous tenez l'appareil comme ça et vous pouvez hop, très bien appuyer sur le bouton à l'arrière. C'est quand même plus simple, je trouve. On gère le flash ici, caméra frontale que je viens de vous montrer de toute façon. On a différents modes. Donc ça c'est un petit peu comme chez Samsung, chez Sony maintenant. Donc on a deux modes d'affichage là, je vous conseille d'utiliser celui-là, c'est plus simple. On a un mode auto-intelligence qui étrangement est mis tout en bas, mais en fait c'est le mode automatique tout simplement, un peu l'équivalent du mode auto supérieur chez Sony, qui permet d'analyser l'environnement, la scène, et de vous proposer le mode le plus optimisé, en théorie déjà. Bon, ça marche assez bien, mais voilà.
prendre et nettoyer, donc vous capturez une zone, ça va prendre plusieurs photos et ça va enlever au besoin les personnes qui, par exemple, les éléments qui se déplacent dans la photo. C'est bien, mais comme d'habitude, moi je trouve qu'à partir du moment où on a besoin d'aller sélectionner un mode et se dire ah potentiellement je vais avoir quelqu'un qui va me gêner dans ma photo, c'est que le mode marche pas, parce que enfin, concrètement ce genre de truc ça sert après quand on regarde la photo et qu'on se dit ah mince cette personne là j'aimerais bien qu'elle soit pas là, bah oui mais c'est trop tard, vous avez pris la photo en mode normal. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Bon, ton dynamique c'est HDR qui permet de mélanger différentes expositions. Il est pas trop mal. 2 modes de panorama, un mode classique vraiment en ligne, et lui c'est le mode sphère en fait. 2 modes rafale, dont alors celui-ci en fait c'est vous restez appuyé, vous pouvez prendre jusqu'à 20 photos très rapidement, vous avez vu en bas. Et ce mode là, prise en rafale, c'est un peu différent, ça va prendre une rafale comme ça discrètement, comme une sorte de vidéo, et ensuite vous allez là. Et il dit, attendez, qu'est-ce qu'il dit? J'ai juste pas eu le temps de lire, je me rappelle plus ce qu'il dit. Toc, il dit pour afficher les moments manquants. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est quand vous êtes dans ce mode-là, il va prendre des clichés même avant que vous ayez commencé à appuyer sur le bouton. Donc moi, ce qui me perturbe, c'est que ça s'appelle prise en rafale. Oui, certes, c'est de la rafale, mais c'est plus que ça. C'est vraiment prise de photo avant même que vous commenciez à appuyer sur le bouton. C'est quelques petites secondes avant, je crois c'est 3 secondes, un truc comme ça. Ça vous permet... Et encore une fois, ici, si vous avez sélectionné le mode normal, vous n'avez pas ce mode-là. Donc, si vous prenez une photo en mode normal, que la personne ne sourit plus, vous pouvez pas vous dire « Oh bah tiens, je vais revenir en arrière, ça marchera pas ». Et je pense que ce serait bien d'intégrer tout ça dans un seul et même mode. Mais bon. Portrait lissé, ça c'est bon, le classique. Double appareil photo, pourquoi pas, ça c'est devenu quasiment aussi classique, mais ça c'est bien fait je trouve chez LG. Donc on a voilà la possibilité de changer ici les modes. Bon, je pense que vous connaissez ces trucs là, vous pouvez changer la taille. Une vue fractionnée comme ça, pourquoi pas. Voilà. Toc. Vous pouvez filmer aussi hein, avec ce mode là, et sport et nuit, donc optimisé, chacun pour des usages différents. Et hop, on repasse en normal. Ensuite, dans les paramètres, ici vous avez la capture vocale. Donc elle est activée ici, je crois que si vous dites... non, elle est désactivée, pardon. Il me semble que c'est un truc, voilà, c'est comme d'habitude, hein, vous dites cheese. On est censé entendre quelque chose ou pas? Ouais, je sais pas. Vous dites cheese et ça prend la photo, ce genre de choses. Bon. Gestion de la luminosité, gestion de comment vous voulez faire la mise au point avec automatique ou manuel. Et donc manuel, ça c'est sympa, vous avez ce petit slider sur le côté qui donne quand même pas mal d'options, enfin de flexibilité sur la mise au point. Si vous aimez bien faire des petites macros bien ajustées, bah, ça peut être une bonne chose. Vous prenez vos photos en 13 mégapixels max, donc au format 4 tiers, vous pouvez descendre à 10, vous êtes en 16:9, à vous de voir, vous pouvez même passer en 8 hein, si vous voulez économiser un peu de la place. Par contre, vous n'avez pas l'option 5, je trouve ça un peu dommage qu'on passe de 8 à 1, mais bon, ça pourquoi pas. Réglage des ISO, balance des blancs juste ici. Je trouve que ce menu là, il est pas mal fait, parce que ça regroupe tout comme ça, dans un seul et même écran. Bien sûr, après ça s'agrandit, mais je trouve que c'est bien fait. Effet de couleur ici, ok. Minuteur, géomarquage, son prise. Alors vous pouvez pas l'enlever, mais moi par défaut je crois pas qu'il fasse du bruit. Ouais, donc parce qu'il est en mode silencieux. Pas comme, ouais, je me trompe à chaque fois, c'est ici, pardon. Vous pouvez aussi gérer voilà, ces touches là, dire est-ce que ça zoome ou est-ce que ça capture. Donc ça me permet justement de corriger un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi je trouve que ça n'a pas de sens de zoomer avec ça. Ouais. Parce que là, c'est vraiment galère de zoomer, vous voyez, comme ça, sans mettre son doigt devant. Enfin, ouais, c'est pas idéal. Donc, moi, je vous conseille de le laisser comme là. Et c'est pas mal. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez réinitialiser, bien sûr, les modes, les options. Quand vous prenez une photo, c'est assez rapide. Vous avez ce petit effet, vous avez vu, de petit flash à l'écran. C'est bien fait. Je trouve quand même qu'on peut pas prendre si rapidement que ça des photos, à part en mode rafale, mais quand vous essayez d'enchaîner, c'est pas toujours rapide. Donc bon, c'est un petit détail. Ensuite, en mode vidéo, alors
Vous avez le flash, pareil, vous pouvez filmer avec la caméra frontale, vous avez moins de modes. On a un mode de déformation pardon, des visages, zoom de suivi et double enregistrement. Alors zoom de suivi, c'est un peu étrange, mais en gros, vous avez une zone de focus qui est affichée là et qui est représentée en fait par cette petite loupe. Et quand vous filmez quelque chose, vous pouvez ajuster ça. Et ça va ajuster ce qui est visible ici. Vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de, y a pas de scène là. Mais si je fais ça, vous voyez, ça va devenir noir en haut parce que c'est l'endroit où je mets ma petite loupe. Ça peut être utile quand vous filmez un paysage ou quand vous filmez des gens et qu'il y a une personne qui parle et vous voulez faire un focus sur sa tête dans le petit encadré. Et c'est marrant parce que quand vous filmez, en fait, voilà, vous avez ça qui s'affiche comme ça. Vous pouvez gérer ça, mais vous pouvez aussi bouger ça. Et ça va l'afficher dans la vidéo en train de bouger. Je trouve ça bien fait. C'est original comme mode. C'est un peu gadget bien entendu, mais c'est original. Et vous avez mode déformation de visage et mode normal. Déformation de visage, voilà, vous avez grands yeux, petite bouche, etc. Les petits modes un peu classiques maintenant. La gestion de la touche de volume, aide et réinitialiser en vidéo. S'il n'y a pas grand chose, il y a juste un truc, je pense que voilà. C'est aussi ça. Alors, le zoom audio. Ça permet, quand vous lancez l'enregistrement, voilà, si j'arrive à vous montrer ça, d'appuyer ici, et ensuite vous zoomez sur une personne, et c'est censé détecter vraiment le son, enfin accentuer le son, en fonction, enfin sur la personne qui est zoomée, ou sur l'endroit qui est zoomé. Ça marche un peu, ça marche pas très très bien, mais ça marche quand même un petit peu, on entend effectivement un peu mieux. Et il y a un truc à savoir, c'est que vous le verrez sur les échantillons, mais quand vous filmez avec le G2, vous avez une atténuation des bruits de fond qui est vraiment pas mal, c'est bien marqué, et on entend clairement les voix, mais je trouve qu'on perd de l'ambiance en fait. J'ai filmé 2-3 trucs comme ça où je me suis rendu compte que moi j'entendais rien alors qu'il y avait des bruits de fond qui montraient l'ambiance de l'endroit. Et puis d'un seul coup, on entend des voix qui sortent de nulle part avec un léger traitement qui donne l'impression que ça sort d'une cave. Et je sais pas encore si je suis fan de ce mode. C'est vrai que si vous voulez enregistrer quelqu'un qui parle, vous allez avoir quand même peu de bruit de fond et une voix relativement claire, hein, même très claire. Mais si vous voulez capter une ambiance, le système il va essayer d'enlever les bruits de fond et ça peut vraiment altérer le rendu, donc je sais pas, je suis partagé, ça dépend de vos usages finalement, et vous pouvez pas changer ça dans les paramètres, vous pouvez filmer en Full HD, 60 fps ou 30, à vous de voir, bien sûr vous pouvez descendre en 720p, balance des blancs, effets de couleur, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour l'appareil photo et la vidéo. Donc en vidéo, je disais juste, il y a ce système là pour le bruit, c'est un petit peu étrange, mais ça marche bien quand même pour les voix. Caméra frontale offre pas une bonne qualité dans les deux cas, que ce soit en vidéo ou en photo, mais c'est rarement fait pour, on va dire, ça dépend, mais en tout cas ici c'est pas le cas. Et en photo, vous verrez, c'est assez, parfois ça m'a un peu impressionné, de nuit notamment, je trouve si vous attardez un tout petit peu, parce que parfois la première photo elle va pas être terrible et le temps qu'il détecte vraiment bien, qu'il s'adapte à l'environnement, il va vous capturer des trucs sympas. Après si vous zoomez dans les photos c'est tout crado, mais de loin on va dire il arrive à capter quand même des détails que j'ai pas eu sur d'autres terminaux. Et notamment les ambiances, c'est-à-dire qu'en photo, même si les contrastes je trouve sont un peu forts, il arrive rapidement à capter l'ambiance d'un endroit. Et même notamment de nuit. Et vous verrez ça dans le test écrit. Hein. Au final, c'est pas excellent l'appareil photo, mais de jour, c'est quand même bon. Et de nuit, il est capable parfois de faire des trucs un petit peu impressionnants, je trouve. Si vous voulez les partager sur les réseaux sociaux, etc. Pas si vous voulez l'imprimer en poster géant dans votre salon, hein, mais ça c'est bon, il y a très peu de terminaux mobiles qui permettent de faire ça correctement, mais je trouve quand même que ouais, il s'en sort pas mal. Je vous invite à regarder les échantillons. C'est à peu près tout, voilà pour l'appareil photo. Alors hop, on continue. La calculatrice, on va pas s'attarder dessus. On a le carnet. Donc ça c'est un petit carnet comme ça. Vous pouvez prendre des notes. Je pense que vous connaissez ces fonctionnalités. C'est un peu comme S-Memo chez Samsung, si on devait faire encore un parallèle avec Samsung. Donc là on peut dessiner. Là on a le système de zoom qui est assez bien fait. Zoom non activé. Zoom avant.
touche avant, je me rappelle. Ouais, voilà, c'est comme ça. Toc. Pour faire du dessin de précision, vous pouvez choisir votre arme avec la couleur ici, la gomme, la possibilité d'écrire du texte. Donc c'est assez complet, vous pouvez insérer également des images, vous pouvez insérer un autocollant, une vidéo, enfin voilà, et tout ça vous l'avez vu dans mon test du G Pro, hein, c'est la même chose, c'est complet, ça marche assez bien, mais c'est vrai que moi c'est pas des trucs que j'utilise régulièrement. Pour prendre des notes, j'aime bien écrire tout simplement, et même si l'écran est grand, je trouve qu'avec le doigt dessiné, bon le zoom sert à ça justement pour faire des petits détails, des genres de trucs, mais et voilà, clairement faire ce genre de schéma là au doigt uniquement, ça me paraît un petit peu compliqué, quoi. Donc bon, à voir. Et dans le même genre, bah, on a Quick Memo qui est ici, toc, ça prend une capture et après vous pouvez dessiner dessus, l'enregistrer, la partager, ce genre de choses. Donc voilà, avec toutes ces petites options là, vous devriez pouvoir prendre des notes de manière illustrée également. Si c'est votre truc, vous pourrez le faire. Ça, c'est le centre des mises à jour. Dictaphone, diffusion de messages, ça on s'en fout. Éditeur de vidéo, ça c'est pour éditer bien sûr des vidéos sans blague. Voilà, il a besoin de charger un petit peu. Vous pouvez créer un projet, rajouter des clips. On va essayer de faire ça. Toc. Voilà. Vous pouvez changer le style par défaut. Allez, on va mettre sourire. Rajouter des textes, etc. Voir ce que ça donne. Bon voilà, on a un petit contour sympa. Puis bien sûr, vous pouvez éditer ça comme ça. Enfin bon, ça marche assez bien. Ça, c'est quelque chose que soit vous avez par défaut de toute façon dans Android. Après, les constructeurs peuvent rajouter, enlever des fonctionnalités, proposer leurs propres options, enfin leur propre application. Et ensuite, après, sur le Play Store, vous pouvez en trouver d'autres similaires. Au niveau des emails, alors on a ce client email là, proposé par défaut, donc c'est le client universel avec possibilité de configurer plusieurs comptes. Hop, on rentre dans un message, c'est plutôt bien fait. L'interface, voilà, moi c'est toujours pareil avec LG, et encore je trouve que ça s'améliore. Moi normalement j'ai du mal avec la surcouche LG, je la trouve moche, et ces derniers temps depuis le G Pro, je la trouve mieux. Et c'est vrai que sur le G2 c'est pas si mal, c'est pas si mal. On a encore quelques éléments qui sont pas trop affinés à mon goût, mais globalement c'est quand même pas si mal. Voilà. Là, hop, on a un système de colonnes également. Et vous pouvez également utiliser le client proposé dans Gmail, enfin proposé par Google ici, par défaut. C'est à vous de voir si vous utilisez Gmail, vous pouvez utiliser celui-là, et sinon bah, vous avez la possibilité de basculer sur l'autre. On a regardé l'appareil photo, on va s'attarder maintenant un petit peu sur la galerie. Donc la galerie qui n'a pas trop changé esthétiquement parlant, avec ici la possibilité de trier par lieu, horodatage et album, on va rester en album. Et là on a galerie, Picasa, appareil à proximité et cloud, on va rester dans galerie pour l'instant. Donc on a différentes galeries qui s'affichent. Photo, en fait c'est là où vous allez avoir tous les clichés réalisés avec le terminal. Voilà. Je sais pas, toc. Donc là on a une photo réalisée avec l'appareil. On a ici Smart Share qui est donc le DLNA. On a, je veux pas l'utiliser là. On peut accéder rapidement à l'appareil photo et aux options de partage. On peut aussi la supprimer bien entendu. Après, quand vous allez dans le menu, vous pouvez faire une rotation, rogner, modifier. Enfin voilà, les options classiques qu'on connaît sur Android. Donc vous voyez, bon là si je commence à zoomer, on voit moins on commence à avoir des petits défauts dans l'image, mais c'est vrai que voilà, là les couleurs sont bien captées. Je voulais vous montrer aussi une autre photo. Alors ça c'est typique, on est de nuit, là au fond c'est la grande mosquée d'Abu Dhabi, c'est quand je suis allé pour Nokia World. Là c'est la première photo que j'ai capturée, je me retrouve avec un rendu comme ça, j'ai aucun détail au fond parce qu'il y a beaucoup de lumière, c'est un peu crado. Mais vous voyez, les conditions sont quand même pas évidentes.
Ça, c'est la deuxième photo qui est capturée, qui me convient beaucoup plus, qui arrive à capturer beaucoup plus l'ambiance. Et là, bien sûr, quand je commence à zoomer, c'est un peu crado. Mais là, je vois pas mal de détails au niveau du bâtiment qui étaient à l'autre bout de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais qui était pas juste à côté, quoi. Donc voilà. Et là, vous le voyez, de loin, cette photo, elle rend super bien. Et même sur ordinateur, c'est pas mal. Et après, quand vous zoomez, bah oui, c'est moins bien. Mais niveau ambiance, on a fait un test, en fait, j'étais avec d'autres journalistes qui ont pris des photos avec d'autres terminaux, dont le Lumia 1020. Et bah, d'après ce que j'ai vu, le G2 était celui qui, d'après moi, offrait l'ambiance la plus proche de la réalité. Et pour moi, c'est important en photo d'arriver à saisir des ambiances. C'est bien voilà, d'optimiser pour les conditions sombres, etc. Mais si vous arrivez tout simplement à créer l'ambiance que vous avez normalement sous les yeux, bah, je trouve ça encore mieux. C'est à peu près tout. J'ai pas trop parlé de l'écran, normalement je le fais au début, et là c'était un peu décousu, mais l'écran du G2 c'est un bel écran. C'est un bel écran, les noirs sont quasiment aussi noirs que ce qu'on a sur un AMOLED. Alors c'est pas tout à fait le cas, vous le voyez là avec les légers reflets, mais c'est quasiment noir complet. Les couleurs sont proches de la réalité. Alors là, à l'écran, normalement, là vous le voyez un peu plus bleu que les... Enfin bref, les couleurs sont faussées par la caméra. Mais à l'œil nu, disons que les caméras... la qualité et les couleurs sont fiables. Ce que j'aime beaucoup aussi, je vous le disais au début, c'est le fait que les bordures soient fines. On a vraiment l'impression de tenir un écran dans sa main avant tout. Et ça, c'est sympa. Et au-delà de ça également, bah, on a une densité de pixels qui est importante. Donc ça se traduit par voilà, des petits textes qui sont tout à fait lisibles. Ce genre de choses, ça marche bien. Et il y a un dernier truc à savoir, c'est au niveau des angles de vue. Pour ceux qui sont intéressés par ça, dans la majorité des cas, il y a très très peu d'altération de l'image. C'est juste sur le haut comme ça. Alors là, ça se voit peut-être mal, mais c'est vraiment sur le haut, dans ce sens-là, qu'on voit beaucoup plus l'altération de l'image, mais c'est juste ça perd en luminosité. Sinon, dans tous les autres sens, je trouve que c'est plutôt pas si mal. Voilà, si on voulait vraiment chipoter sur ces éléments-là, ce qui n'est pas forcément important. Je pense avoir fait le tour là-dessus. Ici, bon, il n'y a pas de souci à lire un fichier. D'ailleurs, ça va me permettre de m'attarder. Alors ça, je trouve ça très étrange. Mais vous avez une luminosité différente pour les vidéos. Vous voyez, par exemple, quand je baisse le tiroir des notifications, j'ai cette luminosité. Quand je fais ça, ça change en fait. Ouais, vous voyez. Donc on a une luminosité différente dans les vidéos et je peux aller la changer là. Mais je comprends pas pourquoi. Bah pourquoi pas, remarquez, mais je sais pas. Moi la première fois j'ai trouvé ça étrange, mais sinon ça marche bien. Vous pouvez zoomer dans une vidéo, vous pouvez défiler, mais en fait ça marche comme ça. C'est vous défilez, vous choisissez votre endroit plutôt que d'avoir par exemple un S Pen qui permet de faire du rollover. Bah vous avez ce système là. Ça nécessite 2 tapes pour choisir votre endroit. Mais ça marche quand même bien. C'est vrai que la première fois que vous l'utilisez, vous dites mais ça défile pas, mais en fait c'est fait exprès. Voilà, là on peut capturer une capture de l'écran. On minimise en mode Q-Slide, ici, voilà. Et c'est à peu près tout. J'ai pas eu trop de problèmes au niveau des formats de lecture. Là c'est un DivX, ça passe bien. Mais sinon, dans tous les cas, Android propose nombreuses applications sur le Play Store qui permettent de lire quasiment tous les formats. Vous avez vu quand j'ai ouvert la vidéo, il me proposait de lire avec VLC. Et VLC, ça fait partie de ces applications qui marchent très très bien par rapport à la lecture vidéo. Et c'est son but premier, donc ça tombe bien. On va passer du coup sur Internet. Alors Internet, vous avez les deux, hein, Chrome et le browser par défaut. Alors ce navigateur par défaut, il est pas mal. Il est pas mal. Moi j'aime pas trop l'interface, mais c'est vrai que c'est l'interface assez classique finalement qu'on a l'habitude de trouver sur Android. Je sais plus ce que c'est ça. Attendez, Capture Plus. Oh oh. Ah, ok. Ça je viens juste de le découvrir. J'admets, j'avais pas vu cette fonction.
Elle permet tout simplement de prendre une capture de toute la page. Ça c'est marrant parce que normalement c'est vrai. Enfin ok, c'est sympa d'avoir ça, mais en accès rapide je trouve ça très très spécifique, mais moi en tout cas ça me servirait. Ok, très bien. Affichage du bureau forcé, ensuite paramètres. Et là vous avez tout ce qui est JavaScript plugin. Accessibilité, là pour gérer la taille de la typo. Tout ce qui est sécurité, effacer le cache. Page d'accueil, barre d'outils, gestion de bande passante. Et c'est à peu près tout. Niveau expérience, bah voilà, on a quand même un appareil qui est très très bien équipé. Et sur ce navigateur là, par défaut, je trouve que l'expérience est bonne. Ça tourne bien. On va ouvrir un autre onglet. Vous pouvez ouvrir des onglets aussi en mode privé si vous avez envie. Je vais masquer ça. Toc. Bon, du coup. Voilà. Ouais. Vous avez ici en fait par défaut il est quasiment en mode full screen et puis vous avez cette barre en bas qui s'affiche. Si vous commencez à défiler, elle s'en va, elle disparaît et elle réapparaît ensuite quand vous appuyez normalement sur l'écran. Voilà, quand vous défilez vers le haut un petit peu, vous l'avez ici. Vous pouvez faire plus pour ouvrir un nouvel onglet, ce genre de choses. Et bah, globalement ça tourne bien bien sûr comme c'est ce navigateur, on va dire un peu plus ancien, bon, pas réellement, mais il n'est pas synchronisé avec Chrome. Mais bon, moi je trouve qu'il marche bien. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser Chrome, mais vous avez le choix, concrètement. Donc voilà, là par exemple, je suis en train de lire une vidéo sur YouTube. Ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Et puis bien sûr, hop, je lance Google Chrome, et là par exemple, donc vous êtes invité. Je sais pas pourquoi. Ok. Il propose une nouvelle fonctionnalité. C'est bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus réactif quand même sous Chrome que sous l'autre navigateur. Bon, à prendre en compte. Et puis bien sûr, ici vous avez la synchronisation. Celui-là, il marche pas très bien. Il faudrait qu'on l'optimise. Voilà, vous avez la synchronisation, retrouvez vos favoris, vos historiques, ce genre de trucs. Et dans tous les cas, hein, l'expérience utilisateur est vraiment très très bonne. Petit copier-coller, hop, voilà comme ça. Enfin bon, voilà, ça c'est pour le web. Je pense que sur ces appareils haut de gamme, aujourd'hui c'est même très bien. On passe moins en moins de temps parce que c'est de toute façon très bon. Reste à voir après sur la compatibilité avec l'HTML5, ce genre de tests plus poussés qu'on fera au fil du temps. Mais c'est vrai qu'actuellement, bah, Chrome pour moi c'est le meilleur browser pour Android que je conseille largement. LiveSquare qu'on retrouve ici, Maps, Memo qui est une petite application moins complète en fait que l'autre, mais qui permet juste de prendre des notes en texte. Le seul truc, je vais juste vérifier un petit quelque chose. Sauvegarder un mémoire locale, document Google, voilà, on peut juste, ça c'est pas mal quand même, le télécharger sur Google Docs. Mais vous n'avez pas une synchronisation qui se fait vraiment de manière transparente, mais vous pouvez le télécharger sur Google Docs. Ils appellent ça télécharger, c'est peut sauvegarder sur Google Docs. La météo qui s'affiche là, sur 4 jours, là avec, ça c'est AccuWeather. Hop. La musique, donc le lecteur musical du G2, il est bien fait. Au-delà de ça, il est assez puissant parce qu'il permet de lire, et c'est pas le cas sur tous les lecteurs musicaux. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais celui-là, il est capable de lire les fichiers WAV, les fichiers FLAC, FLAC, très très haute qualité de son, ce genre de choses. Bien sûr, le MP3 sans souci, donc ça veut dire que vous êtes assez ouvert, vous êtes assez libre, on va dire, au niveau des formats là-dessus, c'est plutôt bien. Mais c'est quand même le cas de pas mal d'autres terminaux, c'est juste que LG a un peu communiqué là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un tri par chanson, album, artiste, genre, liste d'écoute et dossier. Appareil à proximité également. Vous pouvez éditer les onglets ici. Et moi, je les ai tous activés pour l'instant, mais vous pouvez éditer ça si vous en avez envie.
Je trouve que là, il a un petit peu de mal sur... Attendez. Hop, on va tout quitter, on va voir si ça change quelque chose. Sur les défilements dans le lecteur musical, c'était pas extrêmement fluide. Si, c'est bon, là? Ouais, non, il y a des petits... Non, ça dépend, mais parfois, ouais, il a des petits ralentissements. Bon, c'est des choses qui arrivent. Vous avez vos chansons qui s'affichent là. Là, vous avez cette barre avec vraiment cet effet alu brossé qui, je l'avais dit sur le G Pro, je trouve ça un peu de nulle part, mais est pas moche en soi. Là, quand vous ouvrez là en grand, vous avez toujours l'effet alu brossé, la pochette ici en grand, qui est plutôt bien. Vous avez un bouton YouTube qui permet d'accéder aux vidéos sur YouTube, bien sûr, mais lié normalement à ce que vous étiez en train de chercher, à ce que vous étiez en train de regarder. Je sais pas s'il me le fait du coup, parce que là il me balance autre chose. Ouais, voilà, il m'a fait une recherche sur YouTube. La playlist en cours. Là, les options mise en favori, répétition, aléatoire et le DLNA. Les paroles, si elles sont intégrées dans le fichier. Ça, c'est les effets audio. Vous pouvez gérer ici. Et vous pouvez faire également personnaliser pour avoir un égaliseur assez complet. La gestion du volume. Hop, on va changer de morceau pour écouter un peu ce que ça donne. Ouais, le MP3 il est pas très bonne qualité, on va pas insister là-dessus. On va terminer sur, je l'ai croisé tout à l'heure, il est où? Hop. Alors, le haut-parleur sur le G2, il est pas si mal. Le volume est pas très élevé, comme vous avez peut-être constaté, là, comme ça, c'est un peu difficile à travers le micro. Mais ouais, le volume est pas très élevé. Pour moi, c'est pas un problème en soi, dans la mesure où le son, après, est propre. Et il n'y a pas de... ça crache pas, ça sature pas. Donc ça, c'est bien. On sent un petit peu les percussions, on les sent quand même, peut-être si vous avez entendu au début sur les premiers morceaux, on les sent bien, et c'est quand même sympa. Après, ouais, c'est vrai que à voir ensuite ce que vous préférez, le volume est quand même pas très élevé, mais ça va suffire si vous voulez écouter en environnement calme, si vous voulez écouter de la musique, ou si vous voulez écouter regarder des films, des séries, des trucs comme ça, des vidéos sur YouTube, ça suffira. Tout ce qui est consigne GPS, c'est bon aussi, mais dans la mesure où l'environnement autour de vous est pas trop bruyant. Voilà, à prendre en compte là-dessus. Et puis sinon, après, la qualité sonore de base, avec le jack 3.5, bah, elle est plutôt bonne. Après, vous avez un égaliseur si vous voulez jouer là-dessus. Et puis, ça va dépendre aussi du matos que vous avez derrière. On a un widget qui s'affiche ici. Donc vous voyez, ça réduit encore un petit peu la taille en bas. Bon, c'est le but hein, pour ce widget là en tout cas. Oh, voilà. Là, on a ce widget là. Et en espérant qu'il plante pas, on a un widget également ici. Allez, plante pas s'il te plaît. Voilà. Ah, ça, c'est quand même dommage, cette histoire de plantage. Mais c'est pas constant. Play Music, bon, vous connaissez toutes les applications Google, je ne vais pas vous les représenter, elles ont toutes plus ou moins d'intérêt, ça va dépendre, bien sûr, il y a le Play Store qui vous intéressera sûrement beaucoup. Quick Remote qui utilise le port infrarouge pour faire office de télécommande, donc c'est écrit ici, hein, vous le voyez, Quick Remote transforme votre téléphone en une télécommande universelle pour décodeurs, etc., mais pas uniquement comme les systèmes de Samsung et HTC, qui permet de manipuler juste la télé et le décodeur en partenariat avec Pile. Ici, c'est un petit peu plus complet.
Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas configuré, mais vous pouvez avoir différents profils et configurer également, si vous voulez, un climatiseur, un projecteur. Alors, ça prend un peu de temps à configurer, mais vous pouvez le faire. Et moi, je trouve ça sympa. Dans l'idée, je trouve ça sympa. Après, moi, j'ai pas voilà, de climatiseur qui fonctionne, qui fonctionne en infrarouge, ou j'ai même pas de climatiseur tout court. Mais un lecteur Blu-ray, DVD, audio, paramétrage de la box. Donc ça, c'est voilà, oui, la box, par exemple Numéricable, Free, etc. Tout ce qui est la télévision directement, un projecteur, et vous pouvez faire même une télécommande universelle. Donc ça peut commander n'importe quoi. Du moment que vous configurez ça bien. Donc je trouve ça bien, moi c'est des petites fonctions comme ça que je trouve intelligentes. Radio FM, bien sûr faut mettre les écouteurs, là normalement voilà, ils devraient pas le faire, mais c'est une bonne application qui est bien faite. Gestionnaire de tâches, vous avez le lecteur vidéo, donc vous n'êtes pas obligé de passer par la galerie, vous avez ce lecteur vidéo là, c'est à peu près le même, mais vous n'avez pas toujours les mêmes fonctions. En fait, ça va dépendre aussi de si c'est une vidéo qui a été capturée avec l'appareil ou non. Par exemple, donc j'ai ça, et il me propose le zoom avec un tracking sur un personnage. Bon, ça marche pas forcément toujours très bien, mais ça marche aussi sur les vidéos que vous avez capturées. Et là, il manque une option en fait que vous voyez juste sur les plans capturés avec l'appareil. C'est ici, ça s'appelle Audio Zoom. En fait, d'après ce que j'ai compris, ça permet de faire le focus dans vos oreilles, enfin dans le son, qui sort sur d'où vient le son à la base. Donc là, par exemple, je vais dire, je préfère entendre ce qui vient de la droite. Et donc c'est un peu difficile, je vais reconnaître là par exemple sur cette vidéo là, de voir si ça fonctionne ou pas. Mais c'est ça quoi. Et donc là par exemple, je peux lui dire, hop, activer. Je veux le son qui vient de la gauche. Le fichier audio gauche est actif. Et a priori, ça signifie tout simplement qu'il est capable de retrouver les différentes sources du son. Et en fait, quand vous mettez avec un casque, vous sentez la différence. C'est subtil, là, sur un truc comme ça, c'est pas très intéressant. Il faudrait tester dans des conditions vraiment carrées, avec du son vraiment différent qui vient de droite et de gauche pour voir si c'est bien fonctionnel. Bon, comme c'est gadget, on n'a pas souhaité aller plus loin. Mais c'est ça la base du truc. Vous pouvez vous mettre au centre également. Et quand vous avez un casque sur les oreilles, en fait, vous gardez bien sûr la balance du son, hein, gauche-droite. C'est juste que vous entendez un peu plus ce qui se passait à droite et ce qui se passait à gauche. Voilà. Ça, c'est sympa. Vous avez la gestion du volume ici de manière tactile et la gestion de la luminosité ici également, en plus du zoom, bien entendu. Donc, pas mal de petites options sur ce lecteur vidéo. C'est les mêmes que dans la galerie, hein, bien sûr. Mais tout va dépendre aussi, vous l'avez vu, des éléments que vous avez capturés. Si c'est une vidéo qui est audio zoom est activé là ou pas? Il dit qu'il est déjà appliqué parce que je sais pas, parce que je devais déjà l'avoir activé peut-être. Je ne sais pas trop. Je pense que je l'ai activé quand je filmais et du coup il peut pas utiliser le zoom sur les zones. Je sais pas, peut-être un truc comme ça. Enfin bon voilà, vous avez quand même pas mal de trucs, des trucs un peu obscurs, des trucs moins, mais c'est pas trop mal. Dictionnaire gestionnaire de fichiers, Polaris qui est proposé là en version viewer. Ouais. Et Smart World. C'est un appareil 4G, j'ai fait des tests. Je sais plus si je les avais fait dans Paris, peut-être. Ouais, je crois que ce test-là, je l'ai fait dans Paris. Donc voilà, vous avez des débits assez sympas quand même en 4G si vous avez un forfait compatible. Si vous êtes chez un opérateur qui dessert là où vous logez ou bien où vous travaillez. Donc là, par exemple, j'ai 23 mégabits en upload et un download. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, on va parler autonomie maintenant. Sur le G2, vous avez une batterie de 3000 mAh. Et un système qui globalement a l'air d'être pas mal optimisé parce que de toute ma période d'utilisation, j'ai été plutôt satisfait de l'autonomie proposée par le G2. Et d'ailleurs, on va regarder ce que ça donne en termes de courbe d'utilisation depuis le début. Voilà, bon,
On a perdu, on a perdu 20% depuis 1h30 à peu près où je filme. Alors sur mon test d'autonomie classique avec, pour rappel, je pars à 100%, 1 heure de musique, 1 heure de lecture vidéo 720p, 1 heure de web, surf web actif, 1 heure, enfin pas 1 heure, 5 minutes de vidéo, enregistrement vidéo, quelques photos et 1 heure de jeu en 3D. Alors qu'est-ce qu'on a? On perd très peu en lecture musicale. Là, bon, c'est assez classique, mais là j'ai perdu 1% en 1 heure de lecture musicale, c'est vraiment peu. On perd assez peu également en lecture vidéo à proprement parler. On se retrouve à 91% à ce moment-là. Ensuite 83% après 1 heure de web. 78% après avoir capturé une vidéo. C'est surtout ça hein, qui va prendre un peu d'autonomie. Et on passe de 78 à 50% après 1 heure de jeu. C'était 1 heure de Dead Trigger 2 qui est un jeu très récent et qui fait quand même bien carburer l'appareil. Donc bien sûr si j'avais pris un jeu plus léger ça aurait été plus sympa pour cette courbe d'autonomie, mais moyennant quoi, après un usage comme ça terminé à 50%, c'est vraiment pas mal. Si je devais comparer par exemple au Z1, lui il finit à 38. Qu'est-ce que j'ai? Le G Pro finissait à 46, donc pas bien loin, mais avec une courbe qui est plus progressive. Alors que là c'est vraiment juste le jeu qui a consommé énormément de... Enfin énormément, qui a consommé pas mal, qui le fait passer à 50%. Mais c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire qu'avec un usage tel que je le décris, dont 1 heure de jeu 3D dans la journée, vous êtes quand même à 50%. Rajoutez à cela quelques appels, quelques textos, vous êtes à 40% en fin de journée. Et moi c'est vrai qu'avec cet appareil-là, tout au long de mon usage, de mes usages, j'ai eu très très peu de moments où j'étais en dessous de 20% le soir. Et c'est quand même bien. Et pourtant, moi je l'utilise de manière intensive. En 4G, je l'utilise sur le web, je joue pas mal, voilà ce genre de trucs. Donc je dirais que oui, l'autonomie sur le G2 est plutôt bonne, et ça c'est vraiment sympa quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir de constater ça. Il doit y avoir une bonne optimisation, puisqu'au final le chipset qu'on a dessus on le retrouve ailleurs également, mais bon, ça fonctionne bien, voilà, et de fait, si vous l'utilisez de manière intensive, on va dire comme moi, ou comme dans l'exemple, avec peut-être un peu plus, vous allez finir votre journée a priori sans trop de soucis, vous serez peut-être à 10% dans la soirée, bon voilà, mais vous l'aurez utilisé de manière intensive. Si vous l'utilisez de manière plus modérée, et si par exemple vous n'êtes pas un joueur, ou que vous jouez très peu, vous pourrez aller jusqu'à 2 jours en autonomie, c'est largement faisable. Vous pouvez même l'éteindre la nuit si vous avez envie, mais la nuit il consomme pas trop. Je sais pas si j'ai une petite courbe là à vous montrer de nuit, je sais pas. Ouais, à peu près là quoi. Ça c'est une courbe de nuit. C'est une nuit, il passe de 70 à peut-être 65. Bon, il perd 5% sur toute la période, mais même jusqu'à la matinée. Hein. Voilà, de minuit à peu près à, je sais pas, 11h. Bon, c'est pas si mal quoi. Et puis après, bien sûr, ça retombe. Hein. Y a un autre truc, c'est que j'ai l'impression qu'il charge relativement rapidement aussi. Bon, ça fait partie des éléments comme ça. Et niveau température, on va en reparler. Il monte pas trop en température, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il chauffe un petit peu. Il chauffe moins qu'un produit Sony, mais il chauffe quand même un peu. Et ça, du coup, ça me permet d'aborder le sujet des performances en introduisant du coup sur ça. Bon, c'est pas super positif, mais quand même, c'est un produit qui chauffe un petit peu quand vous l'utilisez. Par exemple, après mon heure de jeu, bah oui, l'arrière de l'appareil était un peu chaud, mais moins que ce qu'on trouve chez Sony, par exemple. Donc, il chauffe quand même un peu, mais c'est pas un gros souci. C'est à prendre en compte. Niveau perf brut, bah, on arrive à 32 000 sur un bench comme N22. C'est très bien. C'est très bien. C'est à peine en dessous d'un Note 3. Donc là-dessus, je dis juste... bah c'est bien, tout simplement. Un truc à noter, c'est que le Z1 arrive à peu près au même score. Le Note 3, c'est à peu près la même chose. Donc là, aujourd'hui, fin de l'année, si vous tapez dans le très haut de gamme, vous allez vous retrouver avec des appareils qui ont globalement des perfs très similaires sur le papier et qui vous permettront de jouer au même jeu, ce genre de choses. Après, c'est plus une question de taille d'écran, qualité d'écran, etc. Donc voilà, ça c'est pour les perfs brutes, en tout cas sur N22.
Après, dans l'interface, vous l'avez vu, hein, ça tourne très bien. Il y a eu deux, trois moments où c'était un petit peu... ouais, ça ramait un peu, étrangement. Par exemple, dans le lecteur musical, parfois le switch entre les onglets, c'est pas terrible. Ça, c'est peut-être des optimisations logicielles à faire à travers des mises à jour. Il y a juste... C'est pas vraiment les perfs, mais c'est la stabilité. Il y a juste ce bug que je trouve pénible sur l'écran de déverrouillage que vous aurez peut-être pas, je ne sais pas. Moi, c'est pas un proto, donc normalement, c'est la version commerciale. Ouais, ça c'est pas exclu que vous tombiez dessus, mais bon, a priori, si c'est un bug qui est avéré, LG doit être en train de bosser dessus, il y aura une mise à jour qui sera proposée. Donc côté perf, bah, on a affaire à un terminal qui est quand même extrêmement puissant, sur le web ça marche bien et le reste également. C'est à peu près tout, moi je pense que j'ai fait le tour, je fais un petit tour sur ma liste pour pas oublier d'éléments. Non, bah, c'est à peu près tout. Moi, la première chose, c'est au début, j'avais un petit peu peur par rapport à ce design, avec le bouton à l'arrière, avec ces boutons à l'arrière. Finalement, comme je vous disais, on s'habitue, et c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est malin, c'est bien exécuté, on va dire. C'est dommage parce que vous passez souvent vos doigts là-dessus, et j'aurais peut-être aimé des petits ajustements au niveau des reliefs là-dessus, pour que ce soit plus facile à prendre en main, mais avec un petit temps d'adaptation, vous maîtriserez quand même assez bien le truc, et puis le double tap, c'est quand même très très bien. Donc là-dessus, niveau ergonomie, on est bien. Le design 100% plastique, bon, bah ça plaît ou pas. Moi, je trouve que c'est bien fait. C'est brillant, ça fait un peu bas de gamme, mais bon, à force de l'utiliser, on s'y habitue et c'est pas vraiment gênant. Je trouve qu'il fait un peu moins bas de gamme qu'un S4 peut-être, qui fait un peu plus plastique, mais celui-là, de toute façon, c'est du plastique. Hein. Peut-être le fait que les bordures soient très fines, ça donne une impression peut-être de, je sais pas, de plus premium. Mais bon, dans tous les cas, si vous aimez pas le plastique, prenez d'abord en main l'appareil avant de l'acheter, parce que peut-être que ça vous déplaira. Les bordures très fines, ça c'est très agréable. Niveau ergonomie, j'en ai parlé, hein, quand vous le prenez, c'est sympa, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis derrière, bah, j'ai déjà parlé de tout ça. Ensuite, bah, dans l'interface, alors pour commencer, déjà, on a un très bel écran, bien entendu, 5.2 pouces, bonne définition, et également des bonnes couleurs, tout est bien géré, il n'y a pas de souci. Puis on a vraiment l'impression de tenir un écran dans sa main avant tout. Niveau fonctionnalité, bah, on a la dernière version, ou presque, d'Android, avec une surcouche LG qui devient de plus en plus réussie. C'est pas encore celle que je préfère, mais je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Il y a juste ces petits trucs là, comme l'espace ici qui est occupé, qui est pas très bien fait. Il y a 2-3 endroits dans l'interface où c'est pas très esthétique, mais globalement on a plein de fonctionnalités et c'est ce qu'on veut. Et des trucs un peu intelligents, genre par exemple le 3 doigts ici, bon ça n'a pas marché. On a, je sais pas, tout ce qui est Q-Slide, ça c'est pas mal, la personnalisation des touches en bas, ce genre de petits trucs, c'est plein de petits éléments comme ça qui font que globalement j'aime pas mal cette surcouche quand même. Dans l'appareil photo c'est bien fait également. Qualité photo vidéo, bah, je trouve surprenant dans certains cas. C'est pas excellent, mais de nuit vous arriverez quand même à faire des trucs bien, et c'est surtout comme je disais, les couleurs sont bien captées, l'ambiance est bien captée. Et puis il y a la stabilisation, j'en ai pas du tout parlé de ça, je vais en parler du coup maintenant, mais la stabilisation optique, ça aide à prendre quelques clichés un peu plus clairs. Je l'ai pas trop constaté, par contre en vidéo, effectivement, quand vous tremblez un peu, ben ça altère, enfin ça stabilise un peu le truc. C'est un peu moins efficace que ce qu'on a sur un 1020, je trouve, mais ça reste bien, ça reste une bonne option, et vous verrez ça dans les échantillons vidéo, sur le test écrit et sur YouTube bien entendu. Niveau perf, on a une bête de course tout simplement, comme le Z1, comme le Note 3 bien entendu. Et niveau autonomie, c'est un gros point positif, on a une très bonne autonomie. Sur ce G2, vous pourrez potentiellement tenir 2 jours en utilisation, on va dire modérée, mais smartphone. Donc ça c'est pas mal du tout, je pense avoir fait le tour sur ce G2, c'est globalement un appareil que je trouve très bien. J'ai peu de choses à lui reprocher, mais il a quand même bien sûr des points négatifs. Vous aimeriez peut-être pas ce système à l'arrière. Moi j'ai eu quelques bugs, bon bah voilà, des problèmes de stabilité, c'est des choses qui arrivent. Et sinon la qualité photo vidéo elle est bonne, mais il y a certains cas où c'est un peu décevant. En vidéo parfois c'est bizarre le son comme je disais, mais faut essayer, vous arriverez à avoir une bonne qualité globalement, mais c'est vrai que de temps en temps,
voilà, vous serez confronté à des situations où il ne pourra pas faire mieux que les autres, et c'est des choses qui arrivent. Le haut-parleur n'a pas beaucoup de volume, mais offre quand même une bonne qualité de base. Il y a un dernier point et qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le simple fait que vous ne pouvez pas rajouter de micro SD. Achetez pas la version 16 Go. Si vous voulez cet appareil, prenez pas la version 16 Go, vous serez rapidement bridé, je pense. Donc basculez sur une 32 et voilà, 600 €. Bon, c'est un prix, c'est un prix pas, c'est un peu moins élevé que ce que proposent les autres sur leur flagship, donc je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, voilà. Si vous avez des questions sur ce long test du G2 et surtout sur le G2, bien entendu, n'hésitez pas. C'est un appareil qui est très intéressant, plein de fonctionnalités, un design unique. Et donc je vous invite à poser des questions si vous en avez, et vous en avez peut-être. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à appuyer sur like, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, ça vous permet de recevoir les vidéos au fil de leur réalisation et de leur publication sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt.